Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour une grosse vidéo, un dossier spécial sur la stagflation. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mai, c'est l'anniversaire de mon frère, hein. Joe, si tu m'entends, bon anniversaire. Alors, nous voyons aujourd'hui. Alors bon, je suis aussi bien habillé parce que j'ai eu un oral, donc un oral d'un appel d'offres. Donc voilà, ce qui explique pourquoi cette tenue. En général, je suis habillé de manière plus cool, on va dire. Alors, nous allons parler de la stagflation et surtout quels sont les scénarios pour sortir de cette situation de stagflation. Alors, sans attendre, je vais toujours vous présenter un petit peu mon travail, hein, parce qu'évidemment, je fais des dossiers, hein. Je me contente pas comme ça de parler un petit peu dans le vent. Ce sont quand même des sujets très, très sensibles qui nous concernent, qui concernent nos proches, nos ascendants, nos descendants. Et donc, c'est important d'essayer d'en parler et d'analyser la situation de manière la plus sereine que possible. Alors, comment sortir de la stagflation? Alors bon, là, c'est un petit schéma, hein, qui vous montre inflation, déflation, stagflation, hein, on va dire les trois régimes d'inflation possibles. Alors, sans attendre, pour commencer, je ne prends pas trop de risques en vous disant que actuellement, au mois de mai 2022, la situation de stagflation fait maintenant la quasi-unanimité parmi les économistes de la place. Alors, qu'est-ce que la stagflation? Alors, petit rappel, la stagflation décrit une situation économique dans laquelle se conjugue la stagnation de l'activité économique, donc faible croissance économique et chômage élevé, et la hausse des prix, donc une inflation forte. Alors vous allez me dire, mais nous ne sommes pas... Alors oui, l'inflation, on la voit, mais on ne voit pas de faible croissance et de chômage élevé. Alors, sans anticiper ce qui va arriver, les perspectives de croissance future sont déjà à la baisse. Alors, on ne le sent pas encore aujourd'hui en matière d'offres d'emploi, hein. Il y a encore actuellement pas mal d'offres d'emploi. Moi-même, il y a encore 2 mois, j'ai accepté un nouveau challenge, un nouveau poste dans une entreprise dynamique, donc avec un salaire plus élevé. Mais cette ce ralentissement de la croissance, il est déjà dans les indicateurs avancés. D'ailleurs, certains parlent même déjà de récession dans certains pays comme l'Allemagne. Le terme de stagflation est né de la contraction des mots stagnation et inflation et a été utilisé la première fois au milieu des années 60 pour décrire la situation économique au Royaume-Uni. Au cours des années 70, à la suite du premier choc pétrolier, le choc de 73, ce nouveau phénomène économique se généralise à l'ensemble des pays industrialisés. Donc c'est un défi quand même à la théorie économique parce que en général, donc avant l'épisode de stagflation des années 70, on avait soit une économie dynamique, vigoureuse, qui crée des emplois, mais qui est en proie à une forte inflation, ou à l'inverse, une économie qui détruit des emplois, mais qui voit les prix diminuer avec de la déflation. L'exemple, c'est la Grande Dépression des années 30, suite à la crise de 29. Mais la situation de stagflation, il est vrai, c'est une situation que l'on n'observe pas très souvent. Et au moment où je tourne cette vidéo, une très grande partie des économistes osent utiliser ce terme de stagflation. Allez sur Google, sur Boursorama, tapez stagflation et vous verrez que aujourd'hui, ce terme est
très utilisé. Et d'ailleurs, on le voit aussi au travers des marchés. Hein. On a des actions qui ne s'effondrent pas, les marchés actions ne s'effondrent pas. Et durant l'épisode de stagflation des années 70, les marchés actions ne se sont pas effondrés. On a des marchés actions qui font le yo-yo, qui tiennent. On a des matières premières, des marchés des matières premières qui, lui non plus, ne s'effondrent pas, qui au contraire montent. Et on a, pour le coup, des taux qui montent avec des obligations qui, elles, ont subi un véritable crack. Et ça décrit un petit peu le scénario de stagflation. Alors, je ne vais pas m'attarder plus longtemps pour savoir si oui ou non on est en stagflation. Moi, je pense, comme beaucoup, que nous sommes entrés en stagflation avec une inflation élevée qui continue à accélérer et une croissance économique qui est amenée à ralentir dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors maintenant, quelle solution? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui arrive aujourd'hui, bon, c'est un fait. C'est ce qui est important pour nous, pour mieux nous préparer, c'est d'anticiper ce qui peut arriver. Et donc, du coup, comment sortir de la stagflation? Alors moi, j'ai parcouru, hein, j'ai fait pas mal de travaux de recherche. Il y a pour moi 4 manières possibles de sortir de la stagflation. La première, une rupture technologique, une nouvelle révolution industrielle. La seconde, beaucoup moins réjouissif, une guerre mondiale. Et vous allez voir que, au travers de l'histoire, des guerres mondiales, on en a eu beaucoup plus qu'on le croit. Troisième possibilité, une austérité budgétaire et monétaire. Et enfin, quatrième possibilité, un reset monétaire qui peut se matérialiser par de l'hyperinflation. Alors, on va parcourir un petit peu ces quatre scénarios de sortie de la stagflation et on va voir que dans l'histoire, ces 4 scénarios se sont déjà réalisés plusieurs fois. Alors, on va passer au premier scénario qui est la rupture technologique, la révolution industrielle. Alors, il y a eu en fait énormément de ruptures technologiques. Il y en a eu des centaines dans l'histoire. Je vous engage à cliquer sur ce lien sur Wikipédia qui vous montre la chronologie de toutes les ruptures technologiques qui ont eu lieu depuis 13 000 ans. Donc depuis le début du néolithique, 13 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines d'innovations qui, à chaque fois, ont propulsé l'humanité dans une période de prospérité parce qu'il y a eu des avancées technologiques. Donc voilà, donc je ne vais pas forcément les décrire ici, sinon c'est un dossier sur Wikipédia qui fait quasiment une trentaine de pages. Donc voilà, mon but, ce n'est pas d'énumérer tout ce qui s'est passé depuis 15 000 ans, mais de vous faire prendre conscience que des ruptures technologiques, il y en a beaucoup plus souvent qu'on le pense. Alors, conséquence de cela, hein, à la préhistoire, avec 100 habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire que chaque habitant dispose de 10 000 mètres carrés, hein, de 1 hectare par habitant, on était en surpopulation. C'est-à-dire que à la préhistoire, vu les moyens de production qu'on avait, hein, on creusait la terre à la main, hein, c'était au bâton, bah, il suffisait que vous ayez plus d'1 personne par hectare et vous étiez déjà en surpopulation. Aujourd'hui, avec 100 habitants par kilomètre carré, 1 habitant par hectare, on parle de désert. Aujourd'hui, voilà, vous prenez la Creuse, l'Auvergne, vous avez un petit peu ces densités de population. On parle aujourd'hui de la diagonale du vide. À l'époque, du temps de la préhistoire, on était déjà en surpopulation. On se demandait comment la Terre allait pouvoir nourrir ses habitants lorsqu'il y a plus d'1 personne par hectare. Aujourd'hui, bon, ça fait rire. Autre exemple, souvent on n'arrête pas, et là je vais peut-être un petit peu casser les bonnes pratiques. Lorsque, par exemple, j'entendais Greta Thunberg attaquer l'humanité, qui détruit la nature, qui détruit la planète, et qu'on est arrivé à un point de non-retour, bon, moi, je me permets d'être un peu plus optimiste.
Prenons par exemple la déforestation. On n'arrête pas de nous dire on est en train de détruire la nature. Et tout. Là, ça, c'est un graphique très, très sérieux que vous pouvez aller voir, qui vous montre l'évolution de la superficie boisée en France. Donc la superficie boisée en France depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui. Et ben vous voyez que aujourd'hui, donc dans les années 2000, la superficie des forêts n'a jamais été aussi vaste depuis des siècles. Il faut revenir dans les années 1500, donc à la fin du Moyen Âge, pour retrouver une superficie des forêts aussi grande qu'aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas du tout intuitif. Hein. On pourrait penser qu'aujourd'hui, on a quasiment plus de verdure, plus de forêt. C'est faux et archi faux. Ça fait déjà depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, que l'homme est en train de reboiser la France. Donc là encore, hein, c'est un exemple qui montre, alors que pourtant le progrès avance. Aujourd'hui, on vit mieux qu'il y a 2 siècles, et pourtant, dans le même moment, la surface des forêts a augmenté. Elle n'a jamais été aussi élevée qu'à la fin du Moyen Âge. Vous voyez, ça, c'est pas du tout intuitif. On pourrait penser qu'aujourd'hui, la forêt n'a jamais été aussi en danger. Ben, c'est faux. En tout cas, en France, la forêt ne s'est jamais aussi bien portée que depuis plus de 500 ans. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui montre que les ruptures technologiques, les progrès que fait l'homme ne sont pas nécessairement contre la nature. Voilà un exemple. Deuxième exemple, qui est, on n'arrête pas de parler de pollution, etc., etc. Alors oui, il y a de la pollution, hein, ça, je ne m'en cache pas. Par contre, il faut savoir que Rome était beaucoup plus polluée au 1er siècle après Jésus-Christ, donc du temps de l'Empire romain, qu'actuellement. Alors que du temps de l'Empire romain, Rome comptait 1 million de personnes. Aujourd'hui, Rome, intramuros, je ne parle même pas de la banlieue, compte plus de 3 millions de personnes. Donc il y a 3 fois plus de personnes qui vivent à Rome aujourd'hui que durant l'Empire romain. Et pourtant, vous aurez du mal à me croire, Rome est beaucoup moins polluée aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, lorsque vous vous promenez dans Rome, c'était infect. Ça sentait hyper mauvais, à tel point que les personnes qui avaient de l'argent fuyaient Rome. En fait, elles habitaient dans des collines aux alentours, mais personne, enfin les gens dès qu'ils avaient des moyens, ils fuyaient Rome parce que la vie au cœur de Rome était infernale. L'atmosphère était irrespirable, elle était putride. On a du mal à le croire, on pourrait se dire, oh là là, l'air était pur au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est faux. Aujourd'hui, l'air est beaucoup plus respirable dans la Rome d'aujourd'hui, du XXIe siècle, que dans la Rome de l'Empire romain. Voilà, donc ça, c'est des idées, c'est des faits qui vont à l'encontre, finalement, des idées un petit peu catastrophistes qui vous disent que l'être humain va à sa perte, que c'est la fin des temps, etc. C'est pas tout à fait vrai, et il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'humain à créer des ruptures technologiques et à aller de l'avant. Donc l'histoire a montré que l'homme a été capable à de très nombreuses reprises de créer de véritables ruptures technologiques permettant une forte hausse de la productivité et donc une baisse de l'inflation, une baisse de la pollution et une plus grande optimisation des ressources naturelles, préservation de la planète, et enfin une amélioration du niveau de vie de la population caractérisée mathématiquement par une hausse du PIB, une hausse de la croissance. Et donc du coup, au vu de ce que l'histoire nous enseigne, de nouvelles révolutions technologiques ne sont pas à exclure. Conquête et terraformation de Mars, capacité à utiliser le solaire pour nos besoins énergétiques, capacité à séparer facilement l'hydrogène de l'eau, hein, ça c'est la petite formule physique, hein, 2H2 plus O2 égale 2H2O, on inverse ce processus avec 2 molécules de H2O, on va créer 2 molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Bon, c'est voilà, très très facile
à dire, hein, moi je ne suis pas physicien, j'ai fait quelques études de physique au lycée et en classe préparatoire, ça fait 20 ans que j'en fais plus, mais on peut très bien imaginer des chercheurs de renom être capables de créer de nouvelles sources d'énergie peu polluantes et illimitées. Donc ça, c'est au niveau de la Terre, mais aussi, peut-être comme Elon Musk, créer des vaisseaux spatiaux pour aller conquérir de nouvelles planètes et pourquoi pas de nouveaux systèmes extrasolaires, voire de nouvelles galaxies. C'est par exemple la révolution industrielle du 19e siècle qui a permis d'avoir une très belle période de croissance déflationniste. On a eu une période où on avait à la fois une baisse des prix parce qu'il y avait une montée de la productivité et de la croissance avec amélioration du niveau de vie général de la population. Cette époque, on l'a appelée la belle époque. La question, est-ce qu'une nouvelle rupture technologique arrivera suffisamment vite, hein, tout est une question de timing, pour sortir de la situation de stagflation dans laquelle on se situe actuellement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à exclure, hein. C'est un scénario que j'étudie, que je suis, et qui peut réellement permettre de sortir nos pays occidentaux, hein, surtout les pays occidentaux, plus que les pays émergents, de la stagflation. Donc ça, c'est le premier scénario qui est très, très optimiste. Et vous allez voir, hein, cliquez sur ce lien Wikipédia au-dessus, vous allez voir que des révolutions technologiques, il y en a à foison tout le temps depuis 13 000 ans. Que ce soit le temps des Grecs, des Égyptiens, des Romains, au Moyen-Âge, à la Renaissance, des révolutions technologiques, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Donc ça, c'est le premier scénario, plutôt, on va dire, positif pour tout le monde. Deuxième scénario, une nouvelle guerre mondiale. Voilà, là, vous allez me dire, ah, non, non, ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir de guerre mondiale. Voilà, bon, le XXe siècle, c'était une exception, il y a eu 2 guerres mondiales. Bon. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Là encore, je suis remonté à 300 ans, à 200 ans avant Jésus-Christ. Et au travers de ces exemples, vous allez voir qu'en fait, il ne s'est pas passé un siècle sans que l'humanité n'assiste à des guerres mondiales, des guerres frontales, je dis bien frontales, hein, pas des guerres larvées, des guerres frontales entre des grandes puissances. Alors là, je vais vous citer, hein, entre moins 264 et moins 149 avant Jésus-Christ, on a eu les guerres puniques entre les deux superpuissances du moment, qui étaient Carthage, l'empire de Carthage qui était sur le déclin, et l'empire romain qui était en train d'émerger. Alors, ce n'était pas l'empire romain, c'était la République romaine. Hein. Rome est devenu un empire à la mort de Jules César avec Auguste. À l'époque, Rome n'était qu'une république, mais on a eu des guerres, hein, qui ont duré plus d'1 siècle entre Carthage et Rome, avec Hannibal notamment, hein, pour les Carthaginois, qui a marqué la chute de Carthage et l'avènement de la civilisation romaine. Ensuite, on a eu, entre moins 52 avant Jésus-Christ et 117 après Jésus-Christ, ce que j'appelle les guerres de la Pax Romana, avec l'annexion de la Gaule par Jules César, la conquête de l'Angleterre, la conquête de l'Égypte de Cléopâtre et même des incursions romaines au-delà du Rhin en territoire germanique. Donc ça, c'était quasiment au niveau de l'Empire romain, c'était des guerres mondiales, car l'Empire romain combattait quasiment sur tous les fronts. Il combattait en Gaule contre les Gaulois avec Jules César, il a combattu donc au Royaume-Uni avec Britannicus, hein, qui a réussi à traverser la Manche et à conquérir l'Angleterre. Il n'y a eu que 2 personnes, hein, qui ont réussi, enfin deux empereurs qui ont réussi à conquérir la Grande-Bretagne. On a eu Britannicus et on a eu Guillaume le Conquérant. Donc on a eu ça. On a eu les guerres romaines, l'annexion romaine en Égypte. On a eu l'annexion romaine en Judée. On a eu l'annexion romaine au niveau des Germains, où les Romains ont poussé leurs avantages jusqu'en Germanie. Donc, on était en pleine guerre mondiale en Rome contre quasiment toutes les puissances autour de Rome.
voilà, de l'Empire romain. Voilà encore un exemple de guerre, entre guillemets, mondiale. Ensuite, entre 150, à partir de 150 après Jésus-Christ, l'Empire romain a commencé à décliner jusqu'à sa chute en 476. Et là, on a eu ce qu'on appelle les grandes invasions barbares. Hein. Je vous mets ici une carte. Et là, pareil, vous avez eu des guerres quasiment continues. Vous avez eu les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Anglais, les Saxons, les Germains, les Lombards, les Vandales, puis les Huns, les Francs. Enfin, tous ces peuples se sont battus les uns contre les autres. Il ne faut pas croire, tous ces peuples n'étaient pas unis. Vous avez eu les Huns qui ont combattu, qui étaient encore plus barbares que ce qu'on appelle les barbares, et vous avez eu beaucoup de tribus barbares qui étaient parfois contre Rome et qui parfois étaient alliés de Rome, mais très souvent, ils étaient contre l'Empire romain, et on a eu énormément de guerres, d'invasions qui étaient très sanglantes. Et ça, c'est quasiment une guerre mondiale. C'était quasiment tout le monde, toute la géographie que l'on connaissait à l'époque de l'Antiquité, a connu des guerres générales. Ce n'était pas juste des petites guerres régionales, c'était des guerres générales, peuple contre peuple. Alors ensuite, on a eu les guerres de l'islam, avec, après l'hégire de Mahomet en 622, les fidèles adeptes de la nouvelle religion, qu'on n'appelait pas musulmans, on appelait les Mahométans, furent plusieurs conquêtes. Les musulmans, pour conquérir leur espace, il y a eu des guerres en Asie mineure, au sud de la Méditerranée, en Espagne, et même jusqu'au royaume franc, avec l'arrêt de l'expansion musulmane en 732 à Poitiers, lorsque les musulmans ont été battus par Charles Martel. Bon, ça, tout le monde connaît en cours d'histoire, mais ça, c'était quasiment une espèce de guerre mondiale. Vous avez encore tout le pourtour méditerranéen qui était en effervescence avec l'expansion de l'islam. Juste après, on a eu les guerres de Charlemagne. Charlemagne, bon, c'était pas non plus un tendre. De 772 à 804, au nom de la christianisation de l'Europe, l'empereur carolingien mena une série de guerres féroces, sanglantes, contre les Saxons, les Lombards, les musulmans et les Avars. Et donc là encore, toute l'Europe a connu des guerres à répétition qui a permis l'avènement de l'Empire carolingien. Encore plus près de nous, les croisades de 1095 à 1291. Une croisade au Moyen-Âge, c'était une expédition. On avait plusieurs pays, cette fois-ci européens, les Anglais, les Français, les Francs, les Germains, les Lombards, qui s'alliaient pour aller conquérir Jérusalem et combattre un ennemi commun qui sont les musulmans. Mais ça, c'est pareil, c'est une sorte de guerre mondiale. On avait plusieurs peuples qui étaient unis les uns contre les autres pour défendre une cause. Alors parfois, souvent, il y avait de l'argent derrière, mais au nom de la religion, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres, une guerre mondiale. Les croisades, c'était une guerre mondiale. Parfois, le pape, pour souder des conflits entre les Francs, les Saxons, les Anglais, enfin ce qu'on appellera plus tard les Anglais, le pape parfois les unifiait les uns avec les autres pour faire une croisade contre les musulmans. Encore plus proche, on a eu la guerre de 100 ans, entre 1337 et 1453, qui était un conflit entre les deux grosses puissances de l'époque, la France et l'Angleterre, entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant la dynastie des Plantagenets à celle des Valois, et ça a embrasé l'Europe, notamment la France et l'Angleterre. Alors ensuite, on a eu, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, les guerres d'Italie et de religion, avec les conflits européens, donc de la première moitié du siècle, avec les guerres d'Italie de 1493 à 1559, puis les guerres de religion entre 1562 et 1598. Ces guerres-là ont vu une professionnalisation de l'armée, avec l'apparition notamment des armes à feu, qui ont été extrêmement meurtrières. Encore après, la guerre de 30 ans, 1618-1648, donc c'est le nom de la grande guerre religieuse européenne qui d'abord dévasta l'Allemagne, et ensuite le conflit religieux interne à l'Allemagne s'est embrasé à toute l'Europe et dégénérera avec l'intervention de tout un tas de pays européens. Ensuite, vous avez eu la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans est un conflit qui va durer 7 ans, de 1756 à 1763, et qui opposa
la France et l'Angleterre dans leurs ambitions coloniales, et d'autre part la Prusse et l'Autriche. Donc cette première guerre mondiale, au dire de Winston Churchill, se déroula en Europe, mais aussi sur toutes les mers du globe, depuis les Antilles jusqu'aux Indes. Et donc cette guerre marqua la déroute de l'Empire français de Louis XV, qui perda la quasi-totalité de son grand espace colonial. Mais c'était quasiment encore une guerre mondiale qui se déroulait en Europe, mais aussi dans les colonies et sur les mers. Vous avez eu les guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes, quasiment tous les pays, à part les États-Unis, ont été impliqués dans ce conflit. Vous avez bien sûr la France, l'Autriche-Hongrie, les Prussiens, les Anglais, les Russes, les Polonais. Tout le monde était embarqué dans ce conflit, tantôt allié de Napoléon, tantôt ennemi de Napoléon. Et puis ensuite, beaucoup plus proche de nous, au XXe siècle, la Première Guerre mondiale, qui par le jeu des alliances va précipiter tous les pays de la planète dans une guerre, dans une boucherie innommable, et le corollaire de la Première Guerre mondiale, qui a été une paix très mal préparée, très mal ficelée, dont va découler logiquement la Deuxième Guerre mondiale, avec la crise de 29 qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir en Allemagne. Et suite à cette boucherie, la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir ce qu'on va appeler les 30 Glorieuses, avec la reconstruction de l'Europe. Donc, évidemment, quand on voit tout ça, le spectre d'une nouvelle guerre mondiale, quand je parle de guerre mondiale, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est une guerre par puissance interposée, non, c'est une vraie guerre mondiale avec un choc frontal entre les puissances les plus fortes de la planète et où on utilisera les armes les plus puissantes. Parce que toutes les guerres que je vous montre dans l'histoire, à chaque fois, on a utilisé les armes les plus fortes que l'on avait à disposition au moment où ces guerres se sont déclenchées. Et vu l'histoire, on a quand même plus de 2000 ans d'observation, il y a fort à parier que la prochaine guerre frontale que l'on aura, alors est-ce que ça sera États-Unis, Russie, États-Unis, Chine, empires occidentaux contre musulmans, je ne sais pas, je ne suis pas devant, mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine guerre mondiale, on va utiliser les armes les plus puissantes que l'on a à disposition, parce que c'est dans la nature humaine aussi, tout simplement. Donc, deuxième scénario, évidemment, une nouvelle guerre mondiale qui verrait le monde sortir de la stagflation. Troisième scénario, une austérité monétaire et budgétaire. Et là, on a un exemple historique clair qui est les années 80, le début des années 80. Alors, je rappelle, entre 70 et 80, 1970 et 1980, on a eu quasiment 10 années de stagflation suite au choc pétrolier et à la désindexation, à la non-convertibilité du dollar avec l'or. On a eu une période d'inflation prolongée avec une croissance anémique, ce qu'on appelait la stagflation. Quelle réponse a été apportée? On peut regarder ce qui s'est passé au début des années 80. Aux États-Unis, Paul Volcker, président de la Réserve fédérale, monte les taux à près de 20%, alors que l'inflation tournait autour de 12%. Donc, dans la foulée de Paul Volcker, et en tant que chef d'État élu en 81, Ronald Reagan met en place une politique de l'offre, surnommée les Reaganomics, qui repose essentiellement sur un contrôle de la monnaie visant à réduire l'inflation, ainsi qu'une réduction des dépenses fédérales non liées à la défense. Donc, qu'a fait Ronald Reagan? Il a supprimé les aides de l'État. En gros, l'État, c'est le problème et pas la solution. Donc, il a dit aux Américains, démerdez-vous, l'État, c'est ce qui est régalien, c'est-à-dire la défense. Et il a laissé les acteurs de l'économie se débrouiller sans l'aide de l'État. Et il a, avec l'aide de Paul Volcker, il a monté les taux de manière tellement puissante, tellement forte, que ça a cassé toute l'inflation. Au Royaume-Uni, au même moment, parce qu'il faut une politique coordonnée, dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, libéralise l'économie, réduit la dépense publique ainsi que le déficit et la dette publique, et elle profite de sa deuxième victoire en 1983 pour lancer un grand programme de privatisation et réduire à néant le pouvoir des syndicats. Donc, il y a eu des grèves des mineurs qui ont été très très dures,
mais Margaret Thatcher a été jusqu'au bout et elle a libéralisé totalement l'économie britannique. Et enfin en France, en 1983, le président François Mitterrand opte pour le maintien dans les mécanismes de solidarité communautaire, ce qui implique un arrêt de la politique de relance, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, et un freinage de l'inflation par la hausse des taux d'intérêt et la contraction des dépenses publiques. Il décide de réduire le différentiel d'inflation et de hausse de salaire français vis-à-vis du partenaire allemand, ce qui pèse sur la compétitivité du pays et la valeur de sa monnaie. Donc là, on voit qu'on a eu 3 gros pays, et évidemment l'Allemagne qui a aussi entrepris d'énormes efforts de productivité, d'austérité. Cette coordination donc, de politique d'austérité conjuguant baisse des dépenses publiques, privatisation, désindexation des salaires par rapport à l'inflation, hausse des taux et réduction des poids des syndicats a aidé ensuite par la mondialisation, a permis de tuer les 10 ans de stagflation qui faisaient rage durant les années 70. Donc après une envolée des taux à des niveaux inégalés, entre 15% et 20% suivant les pays, l'inflation est tuée au prix d'une récession qui durera 3 ans, donc bien plus que les subprimes, et qui purgera les marchés boursiers et immobiliers. Durant le début des années 80, les marchés ont perdu plus de 50% de leur valeur. Même l'immobilier s'est cassé la figure parce que l'objectif des gouvernements était de tuer l'inflation. Et pour tuer l'inflation, vous faites de l'austérité, vous cassez le pouvoir des syndicats, vous montez les taux, vous arrêtez le quoi qu'il en coûte. Les entreprises qui doivent couler, vous les laissez couler. Et là, évidemment, vous avez eu une très forte chute de l'inflation. Et s'en est suivi 40 années de désinflation et de hausse quasi ininterrompue des marchés financiers. C'est-à-dire que finalement, des gens comme moi, je n'ai jamais connu l'inflation à 2 chiffres. Je suis né à la fin des années 70, donc quand j'étais adolescent, on était déjà dans les années 90, l'inflation, elle avait déjà été en grande partie vaincue par le tournant de la rigueur qui a eu lieu au début des années 80 par des personnes comme Helmut Kohl en Allemagne, Ronald Reagan aux États-Unis, François Mitterrand en France ou Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dow Jones est passé de 800 points en 1982 à près de 37 000 points à la fin de l'année 2021, ce qui correspond à une hausse annualisée de 10% hors dividende. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi son argent en 1982, pendant 40 ans, donc 40 ans c'est une vie, il a eu 10% de rendement chaque année, 10% de croissance du capital chaque année, en plus des dividendes qui étaient versés sur son compte, les dividendes qui tournaient autour de 2, 3, 4, voire 5%, ça dépend des années. Donc c'était magique, quoi. Vous avez un rendement dividende réinvesti qui tournait entre 12 et 15% par an. Et au même moment, les taux passent progressivement de 20% au plus haut, au début des années 80, à 1% en 2020-2021. Et ils seront même négatifs en France et en Allemagne jusqu'au tout début de cette année 2022. Voilà. Mais tout ça, tout ce que l'on a vécu durant ces 40 dernières années avec la hausse des marchés, la baisse des taux, la possibilité d'acheter de l'immobilier avec des taux quasi nuls, quoi, des taux à 1%. J'ai même vu, il y a encore quelques mois, des gens acheter sur 25 ans à des taux à 0,8% par an. C'est gratuit, c'est peanuts. On a eu des gens qui sont devenus très riches, notamment beaucoup de personnes qui promeuvent la liberté financière grâce à l'immobilier, sont devenus riches grâce à ce mécanisme d'effet de levier via l'immobilier ou via les marchés financiers, via les cryptos. Mais tout ça, tout ce que vous avez pu voir, toutes ces personnes qui sont devenues riches ou libres financièrement grâce à ces mécanismes d'effet de levier, tout ça n'a pu se faire qu'au prix d'une austérité extrême qui a été réalisée au début des années 80 par Ronald Reagan avec Paul Volcker à la tête de la Fed aux États-Unis, qui a monté les taux à 20% et qui a été payé par 3 années de
dépression, de récession intense, énorme. Voilà. Et donc, effectivement, maintenant que l'inflation semble s'emballer à nouveau avec une croissance qui commence à patiner, une possibilité pourrait être effectivement de remettre un énorme coup de collier pour tuer cette inflation en remontant les taux très fortement. C'est en tout cas ce qui semble se dessiner quand on entend les banquiers centraux, la musique, avec des taux, des hausses de taux de plus en plus rapides que promettent la Fed et maintenant la BCE. Ben ça rentrerait dans le cadre d'une austérité, de la mise en place d'une austérité monétaire et budgétaire. Moi, personnellement, voilà, c'est alors en l'absence de rupture technologique, évidemment, que je souhaite, ça serait aussi le scénario qui aurait ma préférence. Vaut mieux se serrer la ceinture un bon coup, souffrir un bon coup, et après avoir 30 ou 40 années de croissance des marchés, etc., que faire le quoi qu'il en coûte, des chèques, etc. Et d'ailleurs, à propos de ça, on va arriver au quatrième scénario de sortie de cette stagflation, qui serait un grand reset monétaire. Et là, malheureusement, reset monétaire, contrairement à ce que les gens pensent, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et hop, le reset est fait. C'est beaucoup, beaucoup plus douloureux qu'on le pense. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela, au Zimbabwe, ce qui se passe actuellement au Liban. Le reset monétaire, c'est tout simplement une destruction de l'excès de monnaie qui a été produite durant ces 20 dernières années. Alors, dans ce scénario, qu'est-ce qui va se passer? Les banques centrales et les gouvernements font machine arrière sur le resserrement monétaire. Donc là, pour le moment, on a un discours de Powell qui va monter les taux. Mais dans ce scénario, finalement, Powell fait un peu machine arrière, comme il l'a fait en 2018, par peur de plusieurs choses. La colère populaire. Tout le monde ne s'appelle pas Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Beaucoup de dirigeants n'ont pas spécialement envie d'avoir les gilets jaunes puissance 10 dans la rue. Premier point. Deuxième point, qui n'existait pas forcément dans les années 80, la pression des dirigeants économiques et financiers. Je rappelle, les grands patrons n'ont jamais été aussi puissants aujourd'hui. Bernard Arnault, par exemple, détient 7% du PIB français et il détient des participations dans plusieurs gros médias. Donc, quand on cumule Bernard Arnault, François Pinault, Bolloré, Patrick Drahi, on cumule, on prend les 4 ou 5 grosses fortunes de France, plus de 80% des médias appartiennent à ces personnes. Et si ces personnes ont investi une grosse partie de leur fortune dans des médias à perte, parce que quand vous investissez dans les médias, vous ne gagnez pas d'argent, ce n'est pas pour laisser des dirigeants politiques appliquer une politique qui ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Et aujourd'hui, ça peut paraître incroyable, c'est pas forcément bien ou mal, je ne suis pas là, mais aujourd'hui, Bernard Arnault pèse plus dans le PIB français que Louis XIV pesait dans le PIB français à son époque. Bernard Arnault a beaucoup plus de pouvoir financier par rapport à la richesse produite dans la France d'aujourd'hui que Louis XIV dans son temps. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces grands patrons, de ces oligarques, de ces grands magnats à empêcher une politique qui pourrait leur faire de l'ombre, comme Roosevelt l'avait fait par exemple dans les années 30, où il avait monté les impôts à 90% sur les plus riches. Aujourd'hui, alors que ça pourrait être souhaitable, il faut une redistribution des richesses, mais aujourd'hui, vous avez des patrons qui, clairement, qui feront tout pour que ça n'arrive pas. Et enfin, troisième frein à l'austérité, c'est la dette pharaonique des États qui peut engendrer des faillites de pays en cas de forte hausse des taux. Parce que oui, au début des années 80, on a monté les taux à 20%, mais le poids des dettes à l'époque, c'était 20 ou 30% du PIB. Aujourd'hui, on est à 130% du PIB. Par ailleurs, les pays occidentaux, à la fin des années 70, étaient capables d'avoir des excédents budgétaires. Je rappelle que la France, en 1974, a pu terminer une année en ayant gagné plus d'argent, l'État français, qu'il n'en a dépensé. Aujourd'hui, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quasiment 50 ans, la France n'a pas réussi à avoir une année
d'excédent primaire. C'est-à-dire que chaque année, depuis 50 ans, la France dépense plus qu'elle ne gagne. Donc non seulement vous avez un poids de dette sur PIB qui est à des niveaux historiques, 130% du PIB, alors ça ne veut rien dire, on compare un stock à un flux, mais en plus, vous avez des pays qui sont incapables de gagner plus que ce qu'ils ne dépensent depuis 50 ans. Donc, augmenter les taux à 15-20% pour tuer l'inflation, ça paraît très compliqué vu la situation des États aujourd'hui. Donc, que vont faire les gouvernements? Les chefs d'État et de gouvernement dans ce scénario vont continuer à régler les problèmes à coups de chèques, chèque inflation, chèque énergie, chèque nourriture, chèque culture, etc. Et évidemment, ils ne vont pas vous dire « Ah là là, on a fait tourner la planche à billets, il y a de l'inflation ». Ils vont utiliser des événements exogènes pour justifier l'inflation, comme le Covid ou la guerre en Ukraine. Alors attention, je ne dis pas que les gouvernements ont fait exprès de créer un virus pour faire de l'inflation. Attention, le Covid, c'est la faute à pas de chance. Mais, ils vont utiliser ces prétextes pour dire, regardez, il y a le Covid, il y a des pénuries qui engendrent des hausses des coûts des produits importés du fait des ruptures des chaînes d'approvisionnement, ce qui explique la hausse des prix des produits manufacturés venant de Chine. Autre exemple, la guerre en Ukraine. Biden appelle maintenant à même utiliser le terme d'inflation de Poutine. Vous voyez? Donc maintenant, l'inflation, c'est lié à Poutine. Il suffit d'éliminer Poutine et on élimine l'inflation. Donc ça, ce genre de déclaration sera amené dans ce scénario à se multiplier pour permettre à nos dirigeants politiques et monétaires de justifier pourquoi les prix n'arrêtent pas de monter. C'est la faute à la sécheresse, la faute au changement climatique, la faute au Covid, la faute à peut-être la variole du singe, la guerre en Ukraine, etc., etc., etc. Quelles conséquences? Le maintien d'une politique accommodante, couplée à une inflation qui est déjà présente, provoquera une chute plus ou moins rapide de la valeur de la monnaie. Autant il est possible de voir un cours boursier s'effondrer, et c'est ça le problème, autant il est impossible de voir la valeur d'une monnaie, de la monnaie baisser. Vous ne voyez pas, vous avez 20 euros, vous ne voyez pas vos 20 euros, votre billet de 20 euros, on ne va pas le couper en deux. Une action en bourse, vous voyez son cours baisser, mais la valeur de la monnaie, vous ne la verrez pas baisser. Un billet de 20 euros, vous le posez sur la table, vous revenez dans 10 ans, il sera toujours là. Il y aura toujours marqué 20 euros sur le billet. Ce que les gens verront par contre, c'est une hausse générale des prix de plus en plus rapide, avec des hausses retardées et hétérogènes des salaires, et encore, fonction du métier que vous occupez. Et les autorités, évidemment, elles vont mettre ça sur le dos de chocs exogènes, crise du Covid, etc., etc. C'est un peu comme en astrophysique, lorsque vous voyez durant la journée le soleil se lever, monter dans le ciel, décliner et se coucher. Donc vous voyez le soleil bouger. Mais en réalité, vous le savez très très bien, depuis les cours à l'école élémentaire, que le soleil, par rapport à nous, il est immobile. Par rapport à nous, relativement à nous, le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne sur elle-même, et la Terre, en tournant sur elle-même, nous donne l'impression de voir le soleil bouger dans le ciel. Et ben, c'est exactement pareil pour la destruction de la monnaie. On ne va pas voir la monnaie brûler, on ne va pas voir les billets disparaître, c'est juste qu'on verra les prix monter tous ensemble de concert. Et puis qu'est-ce qui va se passer un beau jour, quand la baguette de pain vaudra 10 euros, voire pourquoi pas 100 euros, on mettra une nouvelle monnaie en circulation à l'image de ce qui s'est fait lors du passage de l'ancien franc vers le nouveau franc. Voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose, on va pas d'un jour au lendemain reset, on va appuyer sur l'interrupteur, on va créer une nouvelle monnaie et hop. Ce qui va se passer, on va avoir un phénomène avec une inflation qui va aller de plus en plus rapidement, des dirigeants qui vont nous sortir toutes sortes de prétextes pour justifier cette inflation, qui vont balancer des chèques à tour de bras pour éviter que les gens cassent tout dans la rue. Et puis un beau jour, on se réveillera avec une baguette de pain qui vaut 100 euros, un ticket de bus qui vaut 70 euros,
un abonnement, je sais pas, un abonnement Netflix qui vaut 1 000 euros par mois, etc., etc. Un salaire moyen qui vaudra 10 000 euros par mois. Et puis un jour, on mettra en place une nouvelle monnaie, une nouvelle convention, et on arrivera à un reset monétaire avec une inflation qui aura progressivement mangé le poids de la dette. Hein, l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruine les épargnants, et notamment les rentiers, mais elle permet aussi de resolvabiliser les personnes qui sont surendettées, comme notamment les États. Voilà. Donc voilà un petit peu les 4 scénarios que je vois. Hein. Donc je rappelle, hein, scénario, une rupture technologique qui déclenche des gains de productivité, baisse de l'inflation et croissance. Premier scénario. Deuxième scénario, guerre mondiale généralisée, avec où on utilise les armes les plus puissantes que l'on a à distribution. Forcément, hein, guerre mondiale, destruction évidemment matérielle de richesses énormes, et puis après, il faut reconstruire. Donc après, on a de nouveau les 30 glorieuses. Troisième scénario, austérité budgétaire type années 80. Quatrième scénario, reset monétaire et financier, ou entre guillemets hyperinflation. L'hyperinflation n'est rien d'autre que la destruction de la valeur de la monnaie. Alors, quel est mon scénario privilégié? Alors, je ne me hasarderai pas à prédire avec exactitude la suite des événements, avec le calendrier associé, hein, je ne suis pas Madame Irma. Par contre, voici les probabilités que je donne à chaque scénario. Alors, c'est personnel, hein, vous m'excuserez. Nouvelle révolution industrielle et technologique, comme au 19e siècle. Pour moi, on est sûr que dans le futur, il y aura une nouvelle révolution industrielle et technologique. Allez sur le lien Wikipédia que je vous ai montré, vous allez voir, il ne se passe pas un siècle sans qu'il y ait vraiment des ruptures technologiques majeures qui affectent positivement l'humanité. À mon avis, moi je pense qu'un jour, oui, on ira sur Mars, un jour on transformera l'eau en hydrogène que l'on utilisera à profusion. Maintenant, la question, est-ce que cette révolution technologique arrivera suffisamment vite pour casser la stagflation que l'on voit actuellement? C'est là où j'ai quelques doutes. C'est un problème de timing. Moi, je pense qu'il y a 15% de chances que ça arrive. C'est un point de vue personnel. Deuxième scénario, nouvelle guerre mondiale, comme en 14-18 ou 39-45. Vous avez vu au travers d'un de mes slides, des guerres mondiales, il y en a eu tous les siècles, des guerres qui rassemblent plusieurs pays principaux, hein, pas des guerres entre deux pays tierces comme durant la guerre froide, non, des guerres frontales entre les pays les plus puissants de la planète qui s'affrontent avec les armes les plus puissantes qu'ils ont à disposition. C'est un scénario qui a de grandes chances, là encore, de se produire, hein, qui s'est produit depuis les Carthaginois, les Égyptiens, les Romains. Hein. Donc, à mon avis, on verra, je ne sais pas quand, une guerre mondiale entre puissances, entre superpuissances. Et ce scénario, pour moi, a 5% de chances de se réaliser et donc de mettre fin à la stagflation que l'on observe aujourd'hui. Donc évidemment, guerre mondiale, ça veut dire énormément de destruction, beaucoup de morts, comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, hein, des millions de morts, mais comme toutes les guerres qu'il y a eu avant, reconstruction, et on repart sur 10, 20, 30, 40 années de reconstruction avec les 30, 40 glorieuses. Troisième scénario, austérité budgétaire et monétaire comme au début des années 80. Pour moi, il y a 20% de chances que ça se réalise. Si on avait eu des dirigeants un peu plus costauds, hein, comme Paul Volcker, comme Margaret Thatcher, comme Ronald Reagan, qui n'ont pas peur d'aller au conflit, si on avait des taux des dettes un peu plus faibles, moi j'aurais mis peut-être plus de poids sur ce scénario, mais au vu de la faiblesse des dirigeants que l'on a, du poids des grands patrons que l'on a qui ne veulent clairement pas d'austérité, de hausse d'impôts pour préserver leur précaré, et du poids des dettes, moi, ce scénario d'austérité budgétaire et monétaire, je lui donne à peu près 20%, allez, peut-être 30% de chances de se réaliser. Et enfin, le quatrième scénario, qui est le reset monétaire, que Klaus Schwab même a écrit un livre, The Great Reset, le grand reset. Pour moi, il a entre 50% et 60% de chances de se produire. Et là encore, ça ne va pas être du jour au lendemain. On va avoir, si ce scénario se produit, une inflation qui va aller en augmentant, avec des salaires qui vont suivre à la traîne,
Et puis, il y a des dirigeants qui vont nous balancer des prétextes pour justifier ces hausses successives de prix. Et puis, ben, un beau jour, hein, les dettes vont progressivement s'éteindre d'elles-mêmes. Les gros patrimoines vont aussi fondre. Alors, sauf ceux qui ont des actifs tangibles, hein, des entreprises, de l'immobilier, eux pourront garder de la valeur. Mais la grande majorité des épargnants se verront ruinés par ce phénomène de reset monétaire, donc d'inflation, d'hyperinflation monétaire. Et ça, on le voit, hein, certains pays en ont fait les frais, notamment le Liban, que je connais très bien. Donc, en conclusion, moi, je pense que, et c'est mon humble avis, que le scénario qui a le plus de chances de se produire est le scénario de type reset monétaire. Ce scénario arrange tout le monde, surtout nos dirigeants, qui peuvent s'exonérer de leurs responsabilités. C'est la faute de Poutine, c'est la faute du Covid, je sais pas, de la variole du singe ou de je ne sais quoi d'autre. Voilà, ni vu ni connu, il n'y aura pas de coupable. Christine Lagarde ne sera pas jugée, Jérôme Powell non plus. C'est la faute à pas de chance, c'est l'inflation, c'est la faute à pas de chance. Et puis on nous mettra devant le fait accompli pour nous indiquer qu'il y aura une nouvelle monnaie en circulation. Et puis bah, les épargnants qui n'ont pas fait attention seront tout simplement ruinés. C'est un peu ce qui se passe au Liban d'ailleurs. Au Liban, le banquier central libanais n'a pas été traduit en justice. Hein. C'est la faute à voilà, c'est la faute aux puissances extérieures, c'est la faute à ceci, à cela. C'est pas la faute des dirigeants. Les dirigeants vont pouvoir s'exonérer de leurs responsabilités. Alors, mes conseils. Alors, à défaut d'être Madame Irma, je ne sais pas quel scénario sera privilégié. Hein. Je ne sais pas si on va créer une nouvelle technologie, si on va aller sur Mars, si on va se taper dessus via une troisième guerre mondiale, si on va faire de l'austérité ou de la planche à billets à gogo via un reset monétaire. Ça, j'en sais rien. Si je le savais, je vous le dirais clairement. Néanmoins, j'ai des conseils à vous communiquer. Premier conseil, travaillez votre employabilité en ciblant les métiers pénuriques. Là encore, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, il n'y a pas de sous-métier. Il ne faut pas cracher sur les métiers d'assistance à la personne, des métiers manuels. Ce sont sans doute les métiers qui représenteront la valeur sûre de demain. Ce sont des métiers où vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir le chômage. Premier conseil. Deuxième conseil, corollaire du premier, fuyez les bullshit jobs. Donc les bullshit jobs, ce sont des boulots que vous avez mais voilà, qui, quelque part, n'ont pas réellement de valeur ajoutée, qui ne vont pas changer la vie des gens. On voit beaucoup de gens qui passent leur temps à faire voilà, du PowerPoint, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Voilà. Donc ça, ce sont des métiers pour lesquels vous n'aurez aucun moyen de pression pour valoriser votre salaire, pour demander des augmentations de salaire. Donc quand il n'y a pas d'inflation, au pire, vous trouvez une planque, vous faites un bullshit job, à la limite, vous n'êtes pas augmenté, mais vous en foutez, comme les prix n'augmentent pas, c'est pas grave. Mais là, avec la hausse des prix, bah, les personnes qui font des bullshit jobs, elles vont vite se sentir mal à l'aise parce qu'elles auront très peu de moyens de pression pour pouvoir avoir des augmentations de salaire. Troisième conseil, évitez de dépendre de l'État. Donc, si vous touchez énormément d'aides sociales et que ces aides sociales sont vitales pour vous, essayez progressivement de vous désensibiliser par rapport aux aides que l'État peut vous apporter. Quatrième conseil, très important, évitez de faire du zèle dans les discours guerriers de nos dirigeants. Je ne sais pas, en ce moment, vous entendez nos dirigeants, on va aider l'Ukraine, Van der Leyen, on va envoyer des armes à l'Ukraine, et vous entendez dans les médias des gens qui s'engagent pour aller affronter la Russie sur le terrain. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'une part, les armées sont professionnelles. Hein. Aujourd'hui, c'est fini où on sort son couteau et on va, comme à la guerre 14-18, où finalement on se battait au corps à corps. Aujourd'hui, les guerres, on va dire les guerres mondiales, s'il y a une nouvelle guerre mondiale qui se déclenche, ça sera une guerre qui sera entre professionnels. Donc évitez voilà, de faire trop de zèle. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on peut très très bien être résistant, être contre la guerre en Ukraine, sans forcément prendre les armes et aller sur le front. Regardez le général de Gaulle. Général de Gaulle, il a fait la résistance et il était à Londres. Il n'a pas pris ses habits de soldat et puis il est allé sur le terrain pour saboter les lignes allemandes. Essayez, dans la mesure que possible, finalement, même si vous êtes à fond contre la Russie, vous trouvez révoltant
ce que fait Vladimir Poutine et que vous voulez soutenir l'Ukraine, essayez finalement d'apporter votre contribution en évitant d'être en première ligne et de vous faire tuer. Parce que ça, c'est pas forcément mourir en martyr, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Intéressez-vous aux technologies disruptives. Je vous l'ai dit, quasiment chaque quelques dizaines d'années, vous avez des nouvelles révolutions technologiques et ça existe depuis 14 000 ans. Donc, essayez de vous intéresser aux nouvelles technologies, ça peut être les technologies en physique, en chimie, en physique nucléaire, en astrophysique, en médecine, je ne sais pas, mais essayez d'être curieux par rapport aux nouvelles inventions qui sont actuellement à l'œuvre et qui pourraient peut-être, dont vous pourrez être les précurseurs en cas de nouvelles révolutions industrielles et technologiques. Et enfin, dernier point, très important, travaillez votre liberté financière en devenant propriétaire d'actifs tangibles et en développant des business parallèles à votre activité salariée ou à votre activité de retraité si vous êtes à la retraite. La pire des choses, c'est de rester passif, éventuellement à la retraite, avec beaucoup de cash à la banque en disant « c'est bon, je suis tranquille ». Non, vous n'êtes pas tranquille du tout. Si vous vous contentez de vivre de vos rentes, de votre retraite, des aides de l'État avec beaucoup de cash à la banque, du jour au lendemain, vous pouvez très très bien vous retrouver sans rien, avec votre compte qui est bloqué à la banque, dans une monnaie qui ne vaut quasiment plus rien à cause du reset monétaire ou de l'hyperinflation. Et là, vous vous retrouvez le bec dans l'eau après avoir durement travaillé toute votre vie. Donc, essayez de transformer votre cash en achetant des actifs tangibles, de l'or, des propriétés d'entreprise, des matières premières, etc., et en développant des business parallèles par rapport à votre activité de salarié et même par rapport à votre retraite. Voilà, très clairement. Donc voilà un petit peu la fin de cette vidéo. Donc assez riche, il y a beaucoup d'informations, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais c'est très important. N'hésitez pas à la partager. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le 19 mai, nous sommes en situation de stagflation. Cette situation de stagflation, on sait qu'elle ne va pas durer éternellement. C'est une situation qui est très instable parce qu'on a à la fois une croissance qui ralentit et de l'inflation élevée. Donc, on sait que c'est un phénomène transitoire. La question est de savoir, c'est comment on va sortir de cette stagflation. Moi, j'ai vu 4 scénarios. Alors, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, j'en vois 4. Voilà. Donc, ce qui est important, moi, je ne suis pas Madame Irma, c'est de vous mettre en position pour faire partie des gagnants en sortie de cette période de stagflation, de faire partie des gagnants, quel que soit le scénario qui va arriver. Rupture technologique, guerre mondiale, austérité, reset monétaire. La meilleure stratégie consiste à être au maximum résilient face à ces 4 grands scénarios. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du moment où vous verrez la vidéo. N'hésitez pas à la partager. C'est peut-être une de mes plus grosses vidéos que j'ai fait depuis que j'ai créé cette chaîne. J'ai fait énormément de travail de recherche bibliographique et sur Internet. Donc, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et moi, je vous retrouve pour prochaine vidéo. Ça sera sans doute un point de marché. Voilà. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.